Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Bouygues? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Alors, on va refaire ici une mise à jour de notre analyse qu'on a fait il y a 7 mois. Donc, il y a 7 mois ici, on avait étudié Bouygues. Donc, on aimait déjà bien les chiffres ici parce que Bouygues, c'était une compagnie, un conglomérat qui est assez bien géré. D'accord. Donc, on constatait également ici que le niveau d'endettement était assez correct, les marges assez correctes. Sinon, la valorisation était aux alentours de, voilà, en étant très optimiste, bien sûr, il faut qu'on le précise. En étant très optimiste, ici, on était plutôt à une valorisation aux alentours des 38 euros par là. À l'époque, quand on faisait cette évaluation-là, le prix de l'action était aux alentours des 32 euros par là. D'accord. Donc, voilà, il n'y avait pas une grosse différence. Et sinon, le prix qui serait, enfin, le prix qui, le prix intéressant ici, selon moi, d'accord, donc le prix à partir duquel on pourrait peut-être réfléchir à faire une acquisition de cette compagnie-ci, c'était aux alentours de 25. Ça, c'était avant, hein, parce que le prix, c'est le 25 euros ici, c'est pas la valeur de la compagnie, d'accord, c'est ici un prix par rapport, c'est un prix qui prend en considération la marge de sécurité, d'accord. Donc, si on prend la différence ici entre le 38 ici et le 25 ici et le 38 euros, qu'est-ce que ça nous donne ici comme marge de sécurité? On a à peu près quelque chose ici comme 35% par là. Ok, donc ici on va essayer de faire une mise à jour de cette compagnie-là, d'accord, afin de voir si 7 mois plus tard, on est toujours sur la même tendance ici, d'accord, s'il y a quelque chose qui a changé, etc. Entre-temps, l'entreprise a publié ses résultats financiers du premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre ici, donc on est à 9 mois déjà ici. 9 mois, ça dépend. Donc on va essayer de voir ici si l'entreprise se comporte toujours assez bien. Et pour ça, je vais me baser sur les états financiers actuels, tout en sachant également que c'est une compagnie qui est en pleine transition parce qu'elle est, où elle a déjà bouclé l'acquisition. Je pense qu'elle a déjà bouclé l'acquisition de Equans. Parce que quand on regarde ici les rapports financiers publiés pour le mois de novembre, ici, donc pour le 17 mois de novembre, pour les 9 premiers mois, on voit ici que Equans sera consolidé à partir du mois d'octobre. Donc, vu qu'on a fait le 9e mois ici, c'est à peu près le mois de septembre. Donc, les résultats publiés ici au mois de novembre, techniquement, ne prennent pas encore en considération les résultats d'Equans. OK? So, je vais lire ici un document, enfin, un article ici qui provient du journal Les Échos, d'accord, Investir, du site web Les Échos Investir. So, c'est juste pour pouvoir un raccourci ici par rapport à ce qui s'est passé. On va commenter cela, on va essayer de faire une mise à jour de notre évaluation ici. On va voir si l'entreprise est toujours intéressante. Alors, on y va. So, le conglomérat diversifié Bouygues a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour 2022 après être parvenu à stabiliser sa marge opérationnelle courante au cours des 9 premiers mois de l'année dans un environnement qualifié de complexe. Pour 2022, le groupe présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision prévoit toujours une augmentation de son chiffre d'affaires et de son résultat opérationnel courant par rapport à 2021. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête ici. Ce groupe est présent dans les télécoms, la construction, l'immobilier et la télévision, on va dire les médias. Vous constatez ici que le segment médias et le segment construction auront des problèmes à court terme. Enfin, segment construction, les problèmes seront à court terme. OK? Segment télévision, moyen terme, long terme. Maintenant, ça dépend. Comment est-ce ils vont faire pour se protéger ici, vu que l'acquisition TF1 M6 a capoté? Est-ce qu'ils sont toujours en course? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont vendre à quelqu'un d'autre? Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose ici. Parce que le segment média est attaqué de toutes parts. Parce que la première source de revenus du média ici, c'est la publicité. Or, la publicité s'en va de plus en plus en ligne avec des concurrents comme YouTube, Facebook, Meta, des concurrents comme Amazon, des concurrents comme Apple. Franchement, c'est compliqué dans ce domaine-là. Et ici, la création de contenu a quand même une valeur. Mais comment est-ce qu'elle va faire pour faire ce que cette valeur-là se réalise? Point d'interrogation. Donc, dans le segment télévision, c'est compliqué, même si les chiffres sont bien présentement. D'accord? C'est pas pour rien que les prix sont en berne, le prix de l'action est en berne présentement, c'est parce qu'il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon. Maintenant, il faut se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va faire pour sortir de là? Est-ce qu'on va faire des effusions? Est-ce qu'on va se faire vendre à quelqu'un d'autre? Donc, c'est vraiment compliqué dans ce domaine-là. Surtout qu'il faut avoir une assise. Techniquement, moi, je préfère les grands groupes médias qui ont une assise mondiale, quand on dit mondiale, qui sont techniquement dans deux grandes régions, en Amérique du Nord, en Europe, ou bien en Amérique du Sud. So, faut faire attention. Il y a également le segment télécom, voilà, ça va. Le segment télécom, il est à peu près résilient, mais la dépense en capital est énorme. Je dis bien énorme.
So, c'est clairement cette entreprise-ci déjà, pour l'évaluer sérieusement, il faut que je vous dise la vérité, il faut l'évaluer compartiment par compartiment. Donc, télécom d'un côté, construction d'un côté, immobilier d'un côté et télévision média d'un côté. D'accord? So, c'est pas ce qu'on va faire ici aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, l'évaluation que je vais faire ici, vous pouvez le faire d'une autre manière. Pourquoi est-ce qu'on le fait d'une autre manière? C'est parce que les télécoms ont généralement des marges très peu élevées, des multiples très peu élevés. La construction également. L'immobilier, ça dépend de quel type d'immobilier. D'accord? La télévision, maintenant, les marges actuellement sont en berne. So, quand on va prendre en considération l'évaluation totale de la compagnie, c'est quand on va prendre la marge, on prend la marge qui englobe toutes les activités de la compagnie. Et vous allez voir ici que les multiples ne sont pas très élevés pour cette compagnie-ci. Bref, n'empêche que ça nous donne à peu près une idée générale. Je n'aime pas compliquer les choses ici, mais en tout cas, pour ceux qui veulent aller en profondeur, ça peut être également une façon d'évaluer cette compagnie-là qu'on appelle généralement la somme des parties ou bien la somme des parts. So, je continue ici. Le conglomérat a confirmé ses perspectives alors que ses comptes sur 9 mois sont ressortis globalement supérieurs aux prévisions des analystes. Bouygues a réalisé un bénéfice de 537 millions d'euros sur la période de janvier à septembre contre 807 millions d'euros par rapport à la période de 2021. Cet écart s'explique notamment par la comptabilisation au titre des 9 premiers mois 2022 de 106 millions d'euros de coûts non récurrents liés aux récentes opérations de fusion et acquisition réalisées, donnez-moi juste un instant, fusion et acquisition réalisées par Bouygues, donc c'est temporaire, 106 millions. En outre, le résultat net de Bouygues intégrait pour la période de 2021 une contribution de 219 millions d'euros, une contribution d'Alstom de 219 millions d'euros, essentiellement liée à la cession d'actions de l'équipementier ferroviaire. Voilà. Et j'aimerais également qu'on s'arrête à ce niveau-ci. Donc, Bouygues détenait des actions de Alstom. D'accord? Moi, je me pose la question, Bouygues détient des actions de quelle autre compagnie? Parce que ici, je sais que j'oublie souvent, même pas j'oublie, c'est que j'omets volontairement de mentionner, c'est que les entreprises qui détiennent d'autres entités, il est difficile parfois de les évaluer en prenant en considération uniquement, même pas qu'il est difficile, quand vous évaluez l'entreprise en prenant en considération uniquement la partie opérationnelle, d'accord, il va vous manquer quelque chose. Par exemple, si je veux évaluer Big Ben ou bien Nacon, vous allez voir que je ne sais pas qui possède qui entre les deux ici, mais il faut que je prenne en considération les actions détenues par une autre entité ici, combien ça vaut en date d'aujourd'hui, est-ce qu'on va réaliser, est-ce qu'on va les vendre, est-ce qu'on va les garder ou bien est-ce qu'on va les vendre. Ce sont des questions que je dois me poser, ça pourrait avoir un impact sur la dette ici. So, il y a une partie qu'il faut souvent prendre en considération, moi je vais les appeler les actifs cachés. Par exemple, comme avec, si je ne me trompe pas, c'est Casino. C'est Casino qui a énormément d'actifs cachés. Ils ont énormément d'actifs cachés au point où c'est compliqué d'analyser cette compagnie-là. Donc, il faut prendre en considération les actifs cachés dans les compagnies ici. Donc, regardez généralement les bilans ici. Donc, vous voyez que le 800 millions qu'on a eu l'année précédente a été impacté positivement par le 219 millions d'euros ici, issus de la contribution d'Alstom. Mais si on enlève ce 219 millions d'euros, là, techniquement, on a fait 600 millions par là. OK? Et cette année-ci, sur les 9 premiers mois, on a fait 106 millions. On a fait 500 millions et poussière. Or, il y a un 106 millions ici qui représente une charge spéciale. Donc, si on ajoute le 106 millions, techniquement, on reste à peu près sur les mêmes niveaux par rapport à 2021. Donc, si on reconstruit ici, on reste à peu près sur les mêmes niveaux. Ça, je le fais de tête. D'accord? Encore une fois, il faut regarder à peu près quelles sont les différentes entités ici. Mais je le fais de tête, on reste à peu près. Donc, on se dira que Bouygues se maintient par rapport à l'année précédente. OK? Donc, au cours des 9 premiers mois de l'année, de cette année, le ROC, le Return on Capital, je pense bien, si c'est bien ça, j'espère bien que c'est ça, s'inscrit à 1,21 milliard d'euros. Donc, c'est quoi le ROC? Retour opérationnel, attends, il faut que j'aille regarder ça. 1,21 milliard d'euros, c'est pas le Return on Capital. Ça peut pas être le Return on Capital, ça doit être mis en pourcentage ici. Donc, c'est peut-être les revenus, je vais voir ça, comment on appelle ça encore? Les revenus opérationnels, je pense bien. Donc, ce sont les revenus dégagés sur la période des 9 premiers mois de l'année ici, avant la dépense en capital. Donc, c'est à peu près le operating cash flow, donc les bénéfices opérationnels ici, je pense bien. En hausse de 66 millions d'euros sur un an. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 8% sur la période à 29,68 milliards à taux de change et périmètre constant. Les revenus du groupe ont augmenté de 4%.
La marge opérationnelle courante s'est ainsi stabilisée à 4,1% entre janvier et septembre dernier. La marge opérationnelle courante, ce n'est pas le bénéfice net ici, ni les free cash flow. Okay? Donc, quand on parle de marge opérationnelle courante ici, il faut encore enlever les taxes, il faut encore enlever les intérêts sur la dette, ainsi que, par exemple, les frais liés si on a des minorités, si on a des charges minoritaires quelque part. Donc, il faut encore ajuster cela. Donc, ce n'est pas le bénéfice net ici. Mais ça vous donne déjà, c'est le premier niveau de la rentabilité. OK? Donc, selon le consensus publié sur le site internet de la société, la médiane des prévisions des analystes se situait à 29,33 milliards d'euros pour le chiffre d'affaires sur 9 mois et à 1,19 milliard pour le ROC, je ne sais pas les bénéfices opérationnels, on va le dire comme ça, d'accord? Donc, le operating cash flow est à 550 millions d'euros pour le bénéfice net. Afin d'établir ce consensus, Bouygues a interrogé 9 analystes entre les 3 et 10 novembre dernier. Moi, j'ai souvent peur pour une compagnie. Je suis souvent stressé quand une compagnie me donne les informations par rapport à ce que pensent les analystes. Je n'aime pas ça. Concentrez-vous sur le business. Donnez-moi les informations par rapport au business. Ici, les analystes font leur travail, mais ce n'est pas à vous d'aller regarder et interroger les analystes par rapport au consensus. C'est une bonne information, c'est une information, mais ça reste juste ça. Le plus important pour moi, c'est voir ce que le management pense ici. OK? Colas, parce que ce sont pas les analystes ici qui managent le business tous les jours. Donc, je pense que les managers de Bouygues ont plus d'informations que les analystes ici. Les analystes vous donnent une information issue de ce qu'ils connaissent de l'entreprise. Colas plus prudent, donc je pense que Colas, on va lire aussi, c'est un segment ici. Donc, le chiffre d'affaires de la branche construction s'est établi sur 9 mois de 22,42 milliards d'euros, en hausse de 9% en données publiées et 4% à taux de change des périmètres constants. Le ROC des activités de construction a atteint 517 millions d'euros contre 515 millions d'euros sur la même période de 2021. Le carnet de commandes s'établit par ailleurs à 34,2 milliards d'euros au 30 septembre contre 31,8 milliards d'euros un an plus tôt, soit une progression de 2% à taux de change constant et hors principale cession ou acquisition. Carnet de commande n'est pas synonyme de revenus ni de bénéfices. OK? Faut faire attention à ça. Donc, carnet de commande ici, ce que je me regarde généralement ici, ça veut dire que on a un carnet de commande de 34,2 milliards ici. Et sur les 9 premiers mois, on a dégagé à peu près 22,42 milliards. Donc, sur les 9 premiers mois, donc ça fait, si je fais 22 divisé par 9, multiplié par 12 ici, ça donne à peu près, donc on a un carnet de commande ici à peu près pour un an. Donc, on a une visibilité par rapport au segment construction ici à peu près de un an. C'est pas pire, d'accord? Donc, il faudrait regarder la moyenne déjà dans ce secteur, dans ce segment-là, depuis plusieurs années. Mais au moins, on sait que les revenus de l'année prochaine sont à peu près solides. D'accord? Bouygues s'est toutefois montré plus prudent quant aux perspectives de sa filiale de construction routière Colas, compte tenu du contexte inflationniste, notamment dans les pays limitrophes de l'Ukraine, et de son impact du litige sur la marge opérationnelle courante, en particulier dans les activités de négoce de bitume. Il n'est plus pertinent pour 2023 de déterminer l'objectif de rentabilité en termes de taux de marge opérationnelle courante, a indiqué Bouygues dans un communiqué. Dans ce contexte, Colas a retiré son objectif d'une marge opérationnelle courante de 4% pour 2023 et indiqué prévoir dorénavant une progression de son bénéfice opérationnel, de revenu opérationnel, de l'année prochaine par rapport à 2022. OK. Donc, on prévoit une progression. Ça ne veut pas dire qu'on prévoit avoir quelque chose de positif. Ça, c'est attention. Donc, les termes sont importants. Grâce à des fondamentaux porteurs et aux effets positifs des plans de transformation engagés, le groupe Colas est confiant dans sa capacité à rejoindre en terme l'objectif de taux de marge opérationnelle courante qu'il s'était fixé, a néanmoins assuré la filiale de Bouygues. Sur la période de janvier à septembre, Bouygues Telecom a pour sa part vu son chiffre d'affaires croître de 5% et en données publiées comme en données comparables à 5,53 milliards d'euros. Le ROC de l'opérateur télécom a augmenté de 66 millions d'euros à 500 millions d'euros ici. Bouygues Telecom a recruté 368 000 nouveaux clients dans le mobile et 473 000 dans le fixe lors des 9 premiers mois de l'année. Les perspectives de cette filiale pour 2022, dont celle d'un EBITDA après loyer en croissance de plus de 8%, ont été confirmées. C'est bien, mais j'aimerais voir les marges ici. J'aimerais également qu'on me parle de la dépense en capital au niveau des télécoms parce que cette dépense en capital-là est énorme. Il faudrait aller voir ça ici. Donc, dans les médias, TF1 a vu son ROC se modifier de 16 millions à 239 millions d'euros ici sur les 9 premiers mois de l'année pour une marge correspondante de 13,7% en hausse de 0,2 points de pourcentage sur un an sur la période. TF1 a dû renoncer à son projet de fusion avec M6 en raison des obstacles dressés par l'autorité de la concurrence. OK.
Donc, on voit à peu près ici que, voilà, dans l'ensemble, c'est pas pire, d'accord? Ça reste ici une société ici qui arrive à bien se gérer. Donc, ça fait partie du game ici. Le segment construction va un tout petit peu souffrir, ok, mais il ne va pas mourir. Le segment ici télécom, voilà, continue son bonhomme de chemin. Le segment média ici, voilà, on se dirait également que c'est pas pire. On arrive au moins à, voilà, s'auto-financer. La marge opérationnelle est bien plus élevée, ça marge également haut à ces niveaux-là. En termes d'évaluation, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, pour évaluer cette entreprise-ci, déjà, je vais voir l'estime. Attention, j'aimerais préciser ceci. L'évaluation ici ne prend peut-être pas en considération les revenus ici, l'impact du segment Equans. D'accord? Donc, on va vérifier ça ici. Ici, on va se mettre à 40 milliards, 40,52. C'est le revenu attendu pour cette année. 40,52, 40 milliards, 40,52 milliards ici. En termes de revenus ici, sur les 12 derniers mois de l'année, nous sommes à combien? Sur les 12 derniers mois de l'année, nous sommes à peu près à 39. Donc, voilà, c'est possible qu'on atteigne le 40,52. On va mettre ici, je vais le mettre ça sur la même page, d'accord? Simple. On met ici 40,52. 40,52. OK. Maintenant, croissance, je vais mettre ça, je ne vais pas toucher à la croissance ici, mais on voit qu'on est une entreprise qui est croissante année après année ici. Mais bon, ça reste également une entreprise, un conglomérat, c'est difficile à gérer, même pas difficile à gérer, mais voilà, c'est des acquisitions, c'est de manière organique, et voilà. Je pense que la croissance c'est juste à titre d'information ici, d'accord? Donc, on reste quand même au niveau des 3-2% ici. Donc, on continue. Les marges de free cash flow, qu'est-ce que je vais prendre ici? Déjà, je compare les free cash flow et les net income pour voir si on parle le même langage. Qu'est-ce qu'on constate ici quand je mets les deux graphiques côte à côte? Constatez que, bon, c'est pas pire. Le net income ici, les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income. Mais les free cash flow peuvent être impactés par les loyers, etc. Donc, je prendrai les net income ici. D'accord? Mais généralement, quand vous avez, par exemple, ici, vous avez des net income qui sont négatifs à ce niveau-ci, mais pourtant, les free cash flow sont généralement positifs. D'accord? Donc, les free cash flow aussi montrent qu'on n'a pas perdu d'argent. En tout cas, avant ajustement des loyers, bien sûr. Je vais prendre ici les net income. D'accord? Et on va prendre les marges des net income ici. Je pense que sur la dernière vidéo, on était à 3% de marge. On va voir ici à peu près on est à combien. Sur les 20 dernières années, 3%, 10 dernières années, 2,26, 5 dernières années, 3,19, 3 dernières années, 2,58. Donc, vous voyez que ça fluctue un tout petit peu. Qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce qu'on prendra les 10 dernières années, les 5 dernières années ou les 3 dernières années? Alors, on va se dire le passé le plus récent ici, ce sont les 5 dernières années. Donc, on pourrait peut-être se baser sur les 5 dernières années, même si ici, en date d'aujourd'hui, c'est 2,15%. Constatez également qu'il y a des segments qui vont souffrir à court terme également ici. Alors, 3% ici, quand je vais regarder au niveau des prévisions ici des analystes, d'accord, on se constate ici que les analystes, voilà, beaucoup planchent aux alentours de 2,8, 2,36, 2,66, 3,26. Alors, je vais garder le 3% ici pour le moment. De toutes les façons, moi, j'enlève toujours la dette, donc ça va, plus la marge de sécurité. Je prendrai le 3% ici. OK. Donc, on mettra 3%. Vous pouvez prendre également 2,8% ici. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un impact assez... Je ne dis pas qu'il n'y aura pas un gros impact entre 3 et 2,8% ici. Attention. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez également prendre de vos côtés. Moi, je choisis de prendre le 3% ici. Maintenant, en termes de nombre d'actions, est-ce que nous avons un nombre d'actions qui augmente ou bien qui diminue, tout en vous mentionnant que ça ne prend pas, l'impact de la nouvelle acquisition ici n'est peut-être pas pris en considération. Donc ici, on a 382 millions d'actions. Je vais mettre 383 pour faire simple. 383. Le PER moyen ici, voilà, c'est une entreprise ici qui s'échange à des PER très peu élevés, notamment c'est un conglomérat. Et c'est un peu dommage parce que j'aimerais voir une entreprise, enfin, j'espère qu'il rachète ses actions. Attendez. Non, elle ne rachète pas d'actions. En plus, le nombre d'actions là augmente en plus. Donc, c'est généralement la dernière vidéo, on avait vu que le PER était à peu près stable. On avait des PER très peu élevés, d'accord? Parce qu'on est dans la construction, on est dans les télécoms. Il n'y a que le secteur média qui pourrait avoir des marges des PER assez élevés, mais voilà, même ce segment-là est en difficulté. En tout cas, l'environnement de ce segment d'activité-là n'est pas assez... Voilà, il y a beaucoup de nuages gris à l'horizon dans ce segment-là.
Ça ne veut pas dire que TF1 ne va pas s'en sortir ou quoi que ce soit, non. Je parle du secteur en particulier. Vous avez vu les grands groupes médias comme Disney, les groupes comme Paramount, les Warner Bros. Discovery, Netflix. Donc, on est en plein changement en ce moment parce que la consommation ici du média est en train de changer. So, sur les 20 dernières années, on a une médiane de 13 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années, on est à peu près à 13, 14 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est aux alentours de 11, 12 fois les bénéfices par là. OK? Donc, j'avais pris ici en supérieur, j'avais pris 15 fois les bénéfices parce que parfois on arrive à 15 fois les bénéfices. Donc, je pense que c'est une compagnie qui pourrait s'échanger à 15 fois les bénéfices parce que si je prends ici 13, 10 fois les bénéfices, techniquement, c'est. Vu cette compagnie, je pense que vaut mieux ne même pas prendre la dette à ce niveau-là. Donc, je prendrai ici 15 fois les bénéfices directement, mais je vous mets les informations ici. 10, d'accord, 13 et 15. OK? Donc, peut-être qu'on pourrait aller voir sur Finbox ici pour le faire rapidement, mais tout en vérifiant que Finbox a bien les informations concernant la dette, parce que là, on va parler de la dette ici, parce que le niveau d'endettement à ce niveau est de 6 milliards, 6 milliards 670. Mais quand vous allez lire les rapports financiers ici, au niveau de la dette, d'accord, dette, je mets dette ici, la dette nette, vous allez voir que la dette nette ici va être aux alentours d'un, donnez-moi un instant, dette nette, cash flow opérationnel ici, 9 des premiers mois, Bouygues Télécom, tac, 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 voilà, la dette nette est où? Donnez-moi juste un instant, voilà, surplus, net dette, ok. Ici, on a une dette nette ici, net cash surplus, plus net dette, ok. On a une dette nette ici aux alentours de 3 milliards 656 millions. 3 milliards 656 millions, plus current and non-current lease obligation. Donc, ça prend en compte la dette nette calculée à ce niveau, au niveau du logiciel Coifin, prend en considération les obligations liées au loyer, ce que moi, je ne prends pas comme dette nette, ok? Donc, je prendrai uniquement ceci, 3 milliards 656 millions. OK? Donc, je vais devoir l'ajuster à ce niveau-ci. 3 milliards 656, 3,656 en billion. Je vais directement prendre avec 15 fois les bénéfices pour faire simple. OK? Voilà. On a les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de cette compagnie ici. Maintenant, 40 milliards 52, 40,52, d'accord, fois 0,03, d'accord, fois 15 fois les bénéfices, OK, moins la dette nette qui est au-dessus de 3 milliards 3,656, ça donne ici un total de 14 milliards 578 divisé par le nombre d'actions, à peu près 0,383. On arrive ici à une évaluation aux alentours de 38 euros. D'accord? 38 euros à X15. D'accord? Et si on devait le faire à X13, donc 15, à 13 fois les bénéfices, on a atteint ici à 13 fois les bénéfices, on sera plutôt à combien? Donc 1,22, enfin je mets 1,22, multiplié ici par 13 fois les bénéfices, moins la dette nette ici aux alentours de 3,656, divisé par le nombre d'actions ici de 0,383, ça donne ici au total 32, 31,86, je vais l'arrondir à 32 ici. Donc ici X13, d'accord, je n'aime pas ça, X13, ça fait ici 32. Ok, donc je ne prendrai pas X10 ici. Donc à 13 fois les bénéfices, on serait à moins la dette, on sera à 32 euros. À 15 fois les bénéfices, moins la dette, on sera à 38 euros. Ok, je vais me situer à quel niveau? Je vais me situer aux alentours des 38 euros ici, notamment, d'accord? Donc, on attend l'impact positif ici des Equans, etc. Donc, on pourra réévaluer cette entreprise ici à la fin de l'année. Donc, Equans aura déjà fait les 3 premiers mois de l'année ici. Donc, peut-être au résultat annuel ici. So, pour le moment, je dirais qu'au prix actuel, je dis bien au prix actuel de 29 euros, cette entreprise ici, voilà, correctement évaluée, peut-être légère opportunité d'investissement, d'accord? À 13 fois les bénéfices, on était à 13 fois les bénéfices si on est correctement évalué, mais si on le voit ici aux alentours de, comment on appelle ça? Si on le prend ici aux alentours de 15 fois les bénéfices, on va se dire ici que oui, l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce qu'elle a un avenir, etc. Moi, je pense que, on est légèrement sous-évalué ici, mais attention, il y a des défis également à court terme et à moyen terme, notamment avec le segment des médias ici. Le segment télécom, ça peut encore aller. Le segment construction, ça peut encore aller. Donc, au niveau du dividende, si cette compagnie, si vous distribuez la totalité des bénéfices nets en dividende en date d'aujourd'hui, vous aurez un rendement de combien? Donc, un rendement de combien? 1 milliard 200, ici de 1 milliard 1,22, divisé ici par la capitalisation boursière ici de 11 milliards 200. Ça donne ici au total
10,84%. Donc, si vous distribuez le dividende ici, la totalité des bénéfices nets ici en dividende, vous aurez 10,89% ici, alors qu'il paye à peu près 6% en termes de dividende. Donc, on pourra se dire ici que le dividende est à peu près safe. Si on prend en considération la dette nette présentement, divisé ici par, ça fait à peu près 20, ça donne ici, oui, donc le dividende ici est à peu près safe, ok? So, est-ce qu'il va continuer à augmenter, etc. Ça, franchement, il est préférable ici. Moi, j'aurais préféré que cette entreprise rachète ses actions ou un mix des deux. Le dividende, est-ce qu'il va continuer à augmenter? Sans doute, mais je pense qu'au prix actuel, on devrait déjà d'abord se stabiliser. Donc, techniquement, on est au niveau, c'est correct, mais on est un peu limite. On est même pas limite, c'est correct. Le dividende est assez correct ici. So, ceci n'est que mon avis. Ça reste que Bouygues reste une très belle entreprise, très bien gérée. Ok, elle reste très très bien gérée pour un conglomérat. Et je vous ai toujours dit que les conglomérats ici, le management est important. Très très important. Parce que le management, il a pour rôle d'allouer le capital dans les différentes entités. Quand je reçois 1,2 milliard ici, donc je vais mettre combien dans le segment télécom? Je vais mettre combien dans le segment média? Je vais mettre combien dans le segment construction? D'accord? Et à partir de quel moment je dois peut-être me vendre un segment ici, le segment média. Est-ce que il n'aurait pas fallu vendre le segment média à un certain moment? Encore une fois, je ne dis pas que le média va mourir ni quoi que ce soit. Peut-être qu'également TF1, est-ce que c'est une si mauvaise compagnie que ça? Je dirais non, c'est juste parce qu'on a des... C'est pas une mauvaise compagnie, c'est juste parce qu'on a des nuages gris à l'horizon, c'est juste ça. Donc, ça reste il faut vraiment être multitâche, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. C'est pour ça que les conglomérats ici, le management des différentes entités est très, très important. Et on peut voir ici que ce management-là est qualitatif. Si les différentes entités arrivent au moins à s'autofinancer et arrivent au moins à pouvoir comment dire ça, à pouvoir faire face aux différents défis, d'accord, qui leur sont propres dans leurs différents segments d'activité. Bref, je vais me limiter là. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Bouygues au prix actuel, pour ceux qui aiment le rendement, c'est assez intéressant. D'accord? Personnellement, pour ceux qui veulent le rendement et la croissance, voilà, c'est un peu limite. D'accord? Ceci n'est que mon avis. Et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Mais on se dit ici qu'on aime toujours ce qu'on voit sur Bouygues en date d'aujourd'hui. Merci.